cas, tant qu'il y aura ce déséquilibre entre le féminin et le masculin, en nous et à l'extérieur de nous, il y aura toujours des épreuves que la vie nous soumettra pour que ça soit enfin quelque chose qui soit exploré et soit reconnu. Simplet est reconnu comme roi quand il a effectivement trouvé son féminin. Uniquement à ce moment-là. Et là, le roi lui-même ne dit plus rien. Les deux fils aînés ne disent plus rien, mais le roi lui-même ne dit plus rien. Si vous devez le sentir, ça, mais si je suis que dans les valeurs masculines, c'est-à-dire dans le faire, je vois beaucoup de personnes, moi, dans le faire, elles s'épuisent énormément. Elles ne prennent pas le temps pour elles. Je les vois en consultation. Et donc elles sont dans le faire, elles sont dans le raisonnement, et elles perdent la petite flamme intérieure, celle qui nous met en vie, quoi, en fait. Elles la perdent au fur et à mesure. Donc si je suis dans le masculin, si je ne suis, comme dit Jung, unilatéralement branchée sur le masculin, dans ce cas-là, je risque d'être dans quelque chose qui se rigidifie. Et notre société, d'ailleurs, se rigidifie aussi en ce moment, parce que comme il y a une nouvelle conscience qui essaye d'émerger, à côté de la nouvelle conscience, il y a l'ancienne conscience, on va dire, plutôt de l'inconscience, qui se rigidifie et qui pose encore plus de règles, de lois, etc. Parce que ça fait peur. Le féminin fait peur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, vous avez vu Michel Cazenave, qui avait fait sa conférence « Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes ?» Il n'a jamais fait de conférence « Pourquoi les femmes ont-elles peur des hommes ?» Jamais, et il n'en fera jamais. Parce que tout simplement, c'est les valeurs féminines en ce moment dans notre société qui font peur. Ce n'est pas les valeurs masculines, parce qu'on y est très habitué. On baigne dedans depuis qu'on est tout petit. Donc, il y a un conditionnement, en fait. Et si je suis par contre, soyons justes, si je suis par contre trop dans le masculin, dans le féminin, là je risque la paralysie. Puisque le féminin, je vous ai dit, c'est un état de réceptivité, c'est comme nos organes, on reçoit nous, c'est la même chose, voilà. Psychiquement on reçoit, on est à l'écoute. Le féminin, je parle. Je dis bien le féminin, c'est-à-dire que l'homme peut avoir ce féminin, bien sûr, et qu'une femme peut ne pas l'avoir. Et si je reste effectivement que dans le féminin, je reçois, mais j'accouche quand, quoi. C'est comme si effectivement j'étais enceinte, mais que il faut à un moment donné qu'il y ait un mouvement yang, un mouvement du masculin qui est à l'extérieur. L'œuvre, elle se met aussi à l'extérieur. Sinon, je ne peux pas partager avec le reste du monde tout ce qui est à l'intérieur de moi. C'est dommage. Il y a vraiment une façon de faire maintenant dans notre société qui est, comme je vous ai dit, c'est un conditionnement, et tout ce qui veut changer, provoquer le changement, raisonner autrement, penser autrement, parler autrement, vivre autrement, c'est quelque chose de très compliqué en ce moment dans notre société. Et pourtant les contes qui ne sont pas d'aujourd'hui, ils sont vieux, celui-là particulièrement, il nous met en plein dedans. Le masculin est trop présent, il y a un déséquilibre complet. Et il faut le féminin à tout prix pour sauver le royaume. C'est pas rien comme symbole. C'est sauver mon royaume intérieur, c'est sauver le royaume pour mes sujets, pour tout le peuple, quoi, dont je fais partie.
espèce de fainéantise, c'est-à-dire on sait que le simplet, de toute façon, il ne va pas réussir, donc on ne fait pas grand-chose, on ne fait pas beaucoup d'efforts. On pourrait dire que ça, c'est un exemple de l'inflation de l'ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se sent tellement, on a bien progressé psychiquement, on se connaît bien, spirituellement aussi, on a bien progressé quand même, on a un super poste, et du coup, on commence à se poser vraiment sur notre base, donc on commence à manquer d'humilité. Et puis, à ce moment-là, effectivement, arrivent des petites choses qui nous font dire qu'on a dépassé les bornes, c'est-à-dire qu'on n'est plus, on ne fait plus suffisamment attention à nos actes et à nos gestes et à nos paroles, aux conséquences que ça peut avoir sur les autres. Parce qu'on est dans, voilà, moi j'ai tout compris, et moi je sais. Ça c'est l'inflation de l'ego, ça nous arrive à tous à des moments donnés. Petit, plus grand, voilà quoi. Quelquefois c'est plutôt seulement dans le couple, dans l'intimité. Quelquefois c'est abus de pouvoir complet. Donc là, on est vraiment dans... Ce que je voulais vous dire, c'est que ces deux aînés, voilà, ils sont vraiment dans quelque chose de... Du coup, ils ne font pas gaffe à rien. Pourtant, ils ont eu une épreuve, 2 épreuves, 3 épreuves. Ils n'ont pas vu, ils n'ont toujours pas compris que le simplet avait quelque chose qu'ils n'avaient pas eux. Et ils passent vraiment à côté de ce que Jung pourrait appeler la fonction sentiment. Quand je vous dis le simplet est dans le cœur, en fait, il est dans la fonction du sentiment, alors que les frères sont plutôt dans la fonction pensée. Et ça, en typologie jungienne, c'est à l'opposé. Si je suis dans la pensée, j'ai du mal à avoir accès à mes sentiments. Si je suis dans les sentiments, j'ai plus de mal à avoir accès à mes pensées. Et donc, du coup, le simplet et les deux aînés sont les ombres les uns des autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme si, effectivement, dans un conte, si vous voulez, on personnifie, là, par exemple, le sentiment, on personnifie l'intellect, et il y a vraiment une dichotomie pour montrer combien, effectivement, si je ne fais pas le dialogue entre sentiment et pensée, j'arrive, tout comme quand je ne fais pas le dialogue entre féminin et masculin, j'arrive à un déséquilibre. Donc tout est toujours une question de comment équilibrer, comment faire la conjonction des opposés. Ce n'est pas parce que je suis d'un type sentiment que je n'ai pas accès au type pensée. C'est simplement qu'il faut que je fasse plus d'efforts pour y accéder. Mais les deux sont nécessaires. Il y a aussi un élément important, c'est que, pour reprendre un petit peu les histoires de synchronicité, c'est que le simplet, effectivement, pour lui, tout est signifiant. La trappe, il y fait attention, la grenouille, il y fait attention, il dialogue avec, il ne se laisse pas, il ne juge pas. Donc on peut dire qu'effectivement, si on veut être le héros de notre vie, eh bien, soyons aussi dans quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire, quelque chose se présente à moi, ça doit être signifiant. Alors, je vais dialoguer avec. Que ça soit sous la forme d'une personne, ou que ça soit sous la forme d'un événement, d'un animal, d'une situation, enfin, que sais-je, quoi. Mais je vais prendre en compte, parce que c'est signifiant. Alors que bien souvent, ce qu'on fait, nous, dans notre vie, puisqu'on est très dans le mouvement, hein, dans le faire, justement, pour la majorité des gens, on passe à côté de plein de choses, de plein de petites choses qui nous parlent. Puisque la vie, elle veut nous parler, elle veut nous dire plein de choses. Mais si je ne regarde pas, si je n'ouvre pas mes oreilles, si je n'ouvre pas mes yeux, je ne vois pas. Hein. Et si je suis dans l'action sans cesse, je ne peux pas voir. Ce n'est pas possible. Je passe forcément à côté de plein de choses. Je n'entends pas ce que je devrais entendre, etc. Il y a aussi dans les mythes, vous savez, il y a souvent dans les mythes, les dieux
sont souvent déguisés en mendiants. De la même façon en fait que la grenouille, on pourrait dire dans le conte, le mendiant, si je dialogue pas avec, parce que je le néglige et que je trouve que voilà, il n'a pas à être là, il me dérange, du coup je loupe ce Dieu qui avait pris son aspect. Donc les mythes aussi parlent sous forme symbolique de ce que nous quelquefois on fait à la vie, telle qu'elle se présente. C'est-à-dire qu'on n'y fait pas assez attention, on ne lui porte pas assez attention. Mais rassurez-vous, la vie est très patiente. Donc en fait, quand vous loupez un truc, même si c'est une situation désagréable, elle va vous le servir. C'est pas un problème pour elle. Et si vous avez parfois l'impression effectivement d'avoir déjà vécu ce truc-là et que ça vous revient devant vous, c'est qu'a priori, vous n'aviez pas assez conscientisé ce qui vous était arrivé la première fois. Donc, la vie vous le présente une deuxième fois, des fois que cette fois-ci, vous soyez prêt. Alors, des fois, elle se présente sous des formes pas rigolotes, bien entendu, puisque Jung disait toujours cette phrase-là et qui peut choquer quelquefois des gens qui sont dedans. Il disait que la dépression était un cadeau. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si je me laisse vivre les choses et que la dépression n'arrive pas, je continue à vivre les choses. Même si c'est pas, si je suis plus vivante, si ma flamme à l'intérieur elle s'éteint, mais je continue, je vivote. Si la dépression arrive, je fais un pas pour la guérison. C'est ce qui m'amène à dire, là je ne peux plus, je touche le fond, il faut que je fasse quelque chose. C'est pour ça qu'il disait que la dépression était un cadeau. C'était vraiment un rebondi, quoi. Et là, je peux vraiment me mettre en quête de moi-même, pour certains. Pour d'autres, c'est encore les médicaments. Et puis, ça sera les médicaments pendant quelques années, ils arrêteront, et puis quand ils verront que ça n'a rien changé, ils commenceront les médicaments, et puis au bout de 3 fois, peut-être qu'ils arrêteront, et qu'ils se diront qu'il faut qu'ils aillent voir quelqu'un pour se faire aider. Et voilà, c'est ce qui met en route en tout cas. C'est le moteur. Par exemple, dans Cendrillon, il y a donc ce passage où Cendrillon, elle vivote. On ne peut pas dire autrement, Cendrillon. Elle obéit, elle est très gentille. Elle dit oui à tout. Mais c'est pas le même oui que... Ouais, je voulais vous dire ça, c'est pas le même oui que le Simplet. Simplet dit, lui, il a un oui inconditionnel aux épreuves qui se présentent. Ok, il y a une épreuve, j'y vais. Il y a une grenouille, je parle. Mes frères négocient, ok. La princesse, ok. Ouais, il est dans ce oui inconditionnel, il accepte. Alors que Cendrillon, elle est dans ce oui, mais ce ne sont pas des épreuves qui sont... Enfin, c'est juste, voilà, c'est son quotidien. C'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est pas la même chose, là. On voit bien qu'il n'y a pas la même capacité de progresser, quoi. Alors, heureusement, il y a une invitation de l'extérieur qui se fait par le biais d'un bal. Les invitations de la vie, on en a au changement, il y en a aussi. C'est pas toujours aussi agréable qu'un bal, puisque je vous ai parlé de la dépression qui était une invitation au changement. C'est pas le même genre, mais elle n'est pas avare non plus d'invitation au changement, la vie. Elle va en faire. Que vous considériez ça positif ou négatif, elle vous en fait. Elle vous présente toujours des petits cadeaux. Donc dans ce cas-là, pour Cendrillon, en tout cas, c'est le bal. Et c'est ça qui fait moteur. Il y a une invitation de l'extérieur qui vient, et là, elle se dit, il faut que je fasse quelque chose, quoi. J'ai été invitée. Même si j'ai un refus, parce qu'on lui donne plein de boulot, etc., là, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait d'important? Elle demande. Elle demande à la fée marraine. Là, elle se met en action, elle agit, elle fait un premier mouvement, elle fait un premier pas. Et ça, c'est aussi ce que fait le Simplet. Il demande le tapis plus fin, il demande l'anneau, il demande la femme, enfin voilà, il fait de demande.
Et on voit que c'est à partir de cette demande-là que les choses commencent à changer. Alors, est-ce que ça veut dire que quand je fais une demande, moi, ou quand vous faites une demande, vous, ça va être exaucé? Eh bien, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, si vous faites une demande très claire, il est bien possible que ça soit exaucé. Mais si vous voulez que la réponse soit claire, ayez une demande claire. Et peut-être que des fois, veillez à vos demandes, parce que souvent on est confus nous-mêmes avec nos demandes, parce qu'on n'ose pas vraiment. Pourquoi? Parce que si je fais une demande, puis que j'ai une réponse, ben je suis responsable de ce que je vais faire de cette réponse. Et c'est peut-être aussi pour ça que des fois les demandes, elles sont pas, on les fait pas, ou on ne les fait pas, elles sont confuses. Peut-être parce qu'on a peur de la réponse. Parce qu'une fois que la réponse est donnée par la vie, eh bien, je peux dire non. J'ai toujours le choix de dire non. Mais j'aurais fait la demande quand même. Donc je vais me sentir très mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc s'il y a une réponse de la vie, effectivement, quelque part, je suis poussée par elle et je dois y aller. Et si j'y vais pas, eh ben là, je vais être pas bien. Je vais pas... Mais ça me demande un engagement. C'est un engagement. C'est une demande à la vie, en fait. C'est une demande à la vie, à l'univers. Hein. Dans le conte, là, c'est à la grenouille, elle a fait marraine. Mais nous, voilà, c'est ouvert. Bien entendu, ça n'empêche pas aussi les demandes à des personnes. Hein. Ça n'empêche pas ça. Des fois, ça marche bien aussi. Hein. Donc en tout cas, c'est un élément vraiment très important, hein, que la demande. Quand je fais des stages, souvent ce qui pose problème à la fin d'un stage, mais c'est pas qu'à la fin de mes stages, c'est à la fin des stages en général, c'est que les personnes ont justement été faire un travail dans l'inconscient. Elles ont été sous la terre, elles ont ouvert la trappe. Elles ont découvert des trésors, elles les ont ramenés, émergés à la conscience. Donc elles ont tout ça avec elles. Je mets ça au féminin, mais c'est avec eux aussi, hein, quelquefois. et donc, elles sont là avec ce trésor. Et comment je fais dans la vie à l'extérieur? Comment je fais pour lier ce que j'ai trouvé moi comme trésor à l'intérieur, pour le ramener à l'extérieur? Et effectivement, ça, c'est tout un travail aussi. C'est-à-dire qu'une fois que je fais émerger les choses à mon conscient, de la même façon qu'une demande, et j'en suis responsable, qu'est-ce que j'en fais après? C'est ça qui devient important. Et il y a quelque chose qui se joue là. Et ce que j'en fais après, eh bien, c'est pas obligé de le clamer au monde. J'ai découvert un trésor. Bien sûr, le trésor, il est surtout intérieur. Hein, il n'est pas extérieur. Dans les contes, il est extérieur. C'est le trésor intérieur. On n'est pas obligé de dire ça. Simplement, si moi je change mon regard sur moi, je commence à offrir quelque chose d'autre aux gens qui m'entourent. Si je change mon regard sur l'autre, je change aussi quelque chose forcément. Dans la communication non verbale, ça change les choses. Si je commence à changer mon regard sur le monde, encore mieux. Là, je peux offrir ce changement de regard, pas forcément en parlant, mais en étant, simplement en étant dans l'être. Donc c'est un moment aussi très important qui demande beaucoup de temps. Et ça, c'est un élément très important. Le temps, la solitude, l'écoute. Je reviens aux qualités féminines parce que c'est vraiment quelque chose de très important. La patience. Si effectivement j'ai fait émerger plein de choses de l'inconscient, que je les ramène au conscient, et si j'arrive et que je vais déballer ça, je peux être dans l'inflation de l'ego. Je peux retomber dans ce truc-là. Hein? Donc il faut que je construise petit à petit quelque chose qui a de la consistance. Il faut que j'ancre ça dans le concret, dans le monde. Et c'est en écoutant, en continuant simplement à faire le travail que vous avez commencé, c'est-à-dire en écoutant vos intuitions, en écoutant la vie, les symboles de la vie, en écoutant vos rêves aussi si vous pouvez, en étant vraiment en relation avec l'inconscient. Parce que les contes, ce qu'ils nous montrent, c'est ça sans cesse. C'est qu'ils sont toujours en lien
il y a toujours le personnage conscient qui est obligé d'aller chercher quelque chose dans l'inconscient. Et s'il ne le fait pas, de toute façon, le conte, il viendra rajouter des preuves, etc., jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il faut qu'il aille chercher dans l'inconscient. On est complet que s'il y a féminin, masculin en nous, on est complet que s'il y a conscient et inconscient en nous. Ce dialogue, c'est vraiment toujours une histoire de dialogue, de circulation. Il n'y a pas de séparation. C'est moi qui crée la séparation. Mais il n'y en a pas en vrai. C'est juste de ma responsabilité de créer un dialogue. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des gens avec qui je ne peux pas être en dialogue. Il y a des murs des fois. Vous n'êtes pas obligé de vous y confronter. Si vous l'avez choisi comme mari ou comme femme, ah ben c'est vous qui avez choisi de vous y confronter, c'est que vous avez à chercher quelque chose. Forcément, il y a une trappe quelque part. Alors, comme vous le voyez, vous pouvez peut-être le pressentir, et vous l'avez sans doute pressenti dans vos vies, le voyage d'un héros, ce n'est pas de tout repos. L'héros ou l'héroïne que nous sommes de nos vies, ce n'est pas un voyage de tout repos. Parce que ça nous demande vraiment à être responsables de nos choix. Ça nous demande à être dans ce dialogue. En fait, c'est un symbole que j'aime beaucoup. Il y en a qui connaissent beaucoup ce symbole maintenant. C'est le symbole de la bougie. Et c'est comment nous, on peut se laisser fondre et former comme la cire d'une bougie, quoi, qui fond, qui se reforme. Et la vie, en fait, elle veut nous voir nous épanouir, elle veut nous voir nous grandir. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit quels sont vos talents, une personne qui ne va pas bien, à la limite, on pourrait lui demander, mais quel est le talent que tu caches? Quel est le rêve que tu refoules, quoi? Et peut-être qu'on en saurait quelque chose de sa souffrance. Et si, effectivement, je me laisse fondre et je me laisse former par la vie, ça veut dire que je suis dans cette acceptation de ce qui se passe, de ce qui est. Et ça crée moins de souffrance.